La carrière de Nanni Moretti est faite d'allers-retours incessants entre des films, peu à vrai dire, qui prenaient leur distance avec la vie et l'œuvre du cinéaste, et d'autres qui, de manière autarcique, terme qui est d'ailleurs le titre d'un film de l'auteur, ne cessent inlassablement de questionner Moretti lui-même à travers l'évolution d'une pensée politique systématiquement transcendée par des réflexions purement cinématographiques. Ce sera le cas, à nouveau, avec ce film présenté à Cannes en compétition cette année, intitulé Vers un avenir radieux. Moretti, c'est Giovanni dans le film, et Giovanni, c'est Moretti. Moretti interprète d'ailleurs lui-même ce cinéaste au comportement autistique qui s'insinue dans tout et qui réduit tout à sa propre personne par l'intermédiaire de propos qu'il délivre avec un rythme d'élocution qui souligne aussi, comme certaines scories de langage, des lapsus notamment, on pense à sa façon compulsive d'appeler sa propre mère, qui souligne et confirme que tout ne tourne pas très rond pour Giovanni. Il est alors en pleine production d'un film dont l'action se déroule en 1956. L'histoire du film dans le film est simple. Un comité de quartier du Parti communiste italien fait venir dans la banlieue de Rome un cirque hongrois. Les chars soviétiques entrent dans Budapest et les convictions de tous vacillent. Ajoutons à cela une romance inaboutie entre le responsable du comité de quartier et sa collaboratrice, vient se greffer sur l'histoire et bien évidemment entre en écho avec ce qui se passe dans la vie de Giovanni. Voilà pour la question politique. Il s'agit, par décontextualisation temporelle, de traduire un ébranlement idéologique qui est autant celui de Giovanni que celui de Nanni Moretti, et cela ne date pas d'hier. Pour le cinéma, le champ est plus vaste. Les questionnements sont plus diffus et en même temps plus présents aussi. Ils s'insinuent autant dans le film que dans Vers un avenir radieux, avec le loisir de parfois ouvrir des voies de communication inattendues entre les deux mondes. Une scène illustre la perméabilité des espaces représentatifs. Giovanni termine le tournage d'une scène. Il quitte le plateau d'une manière assez curieuse et traverse différents autres décors du film. La scène est filmée par un travelling latéral qui, à distance, en plongée, selon la volonté de Moretti, accompagne le personnage qu'il interprète lui-même tout en portant sur lui donc un regard sans concession. Mais ce regard sans concession, il est porté autant sur Giovanni que sur Moretti. Moretti est donc, et c'est à retenir, un cinéaste autarcique, certes, mais il est aussi capable d'autocritique. Ce que le travelling d'accompagnement invite à penser ici, c'est que le cinéaste Moretti s'ausculte lui-même. Pour mieux se comprendre ou pour tenter de le faire? Peut-être. Moretti, dans la peau de Giovanni, s'observe lui-même dans l'expérimentation physique des différents espaces scéniques présents dans le plan, c'est-à-dire d'abord le décor de la scène tournée par Giovanni, puis les décors qui serviront à d'autres scènes du film de Giovanni, toujours, et enfin, dans le plan large qui réunit tous ces espaces dans l'image du film que nous, spectateurs, sommes en train de regarder, c'est-à-dire de Vers un avenir radieux. Confirmation. Les frontières représentatives sont abolies et ce que nous percevons et comprenons de Giovanni vaut pour Moretti. Moretti sait que le cinéma est un miroir et qu'il faut peu pour que ce qu'il reflète soit prétexte à des réflexions, justement, plus ou moins intimes. Un jeu de miroir donc, mais pas un jeu de dupe. Les lapsus libèrent ce qui était jusque-là caché. Est donc venu le temps des révélations. Giovanni, son épouse et sa fille ont chacun des secrets les uns pour les autres. Ils ne peuvent désormais plus feindre que tout va bien. La vie de Giovanni est sans doute devenue plus fictionnelle que les films qu'il tourne. Alors, il faudra accepter la réalité pour ce qu'elle est et non se réfugier derrière le décor d'un film. Vers un avenir radieux se charge alors d'une mélancolie sourde qui hante le cinéma de Moretti depuis toujours. La sacro-sainte peur que le cinéma meure, ou que Moretti ne puisse, pour différentes raisons, plus rien tourner puisque le cinéma, un peu comme pour Woody Allen, est en soi le seul monde qui vaille la peine d'être vécu pour le cinéaste transalpin. Les changements radicaux présents dans le modèle d'accès aux images filmiques ont toujours interrogé le cinéaste. Il va plus loin ici en pointant littéralement avec force d'humour la manière dont certaines plateformes, Netflix pour ne pas la citer, formatent le goût des spectateurs en considérant ceux-ci comme des clients qu'il faut combler sous peine de les voir fuir vers la concurrence. Ce qui est attaqué, c'est, en prolongement de la standardisation de la production évoquée à partir du cas Netflix, la question d'une représentation qui doit répondre à une représentation conventionnelle des choses et des actes. Tel acte se doit d'être figuré à l'écran selon ce que le spectateur connaît ou plutôt croit connaître d'une gestuelle particulière. Ici, dans le film, un règlement de compte entre tueurs. Le spectateur n'en est plus un dès lors qu'il fait l'objet d'un contentement étudié selon des normes marketing. Le spectateur n'est plus un amateur de film, il est un client à qui on offre une réponse prévisible afin d'assouvir ses désirs qui ont été d'ailleurs façonnés de manière méthodique par d'autres. C'est la portée mélancolique du film. Le cinéma n'est peut-être pas mort, mais des cinéastes comme Moretti et d'autres avant lui, on pense beaucoup à Fellini dans le film dont le fantôme hante en permanence les décors du film de Giovanni. Moretti donc et d'autres sont voués à disparaître puisque dans notre monde, tout événement culturel est désormais comptable d'une réussite qui est vérifiée et validée par des individus qui ne considèrent le film que comme un produit commercial. Pas mort le cinéma? Certes non, puisqu'il y a encore des résistants, et Moretti en est un, assurément.